Je m'appelle Paltine Notara. Je suis un descendant du grand-duc Luca Notaras, dernier chancelier de l'Empire de Byzance au moment de sa chute, il y a plus de 500 ans. Mon ancêtre vécut à Constantinople, la capitale de l'Empire. À sa mort, il a laissé un manuscrit inachevé, écrit en partie pendant le siège qui a précédé la prise de la ville par les Turcs ottomans. Il s'agit d'une sorte d'essai qui retrace toute l'histoire de l'Empire byzantin depuis sa fondation jusqu'à sa chute. Quand mon ancêtre termine ses écrits, il a le sentiment de sa fin prochaine, qui se confond avec la disparition d'une civilisation. Mon voyage sur les traces de la civilisation byzantine, je l'entreprends aussi en souvenir de cet ancêtre. Mais surtout parce que Byzance, après avoir vécu 11 siècles, semble presque oubliée. La ville dans laquelle je débarque aura porté au fil du temps 3 noms. Byzance, Constantinople et aujourd'hui Istanbul, symbole de la Turquie moderne. Je traverse le Phanar, ancien quartier de Constantinople, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec la splendeur d'antan. Et des grandes familles nobles de Byzance qui l'habitaient, dramatiquement liées à la fin de l'Empire, il n'y a presque plus de descendants à Istanbul. Dans ses écrits, mon ancêtre mentionne souvent cette église, Saint-Jean de Studios, l'une des plus anciennes de la ville. Chaque fois que je viens à Istanbul, je retrouve ici comme une Byzance originelle. D'ailleurs, mon ancêtre, le grand-duc Luca Notaras, venait s'y recueillir au moment du siège ottoman en mai 1453. En ces jours difficiles qui ressemblent à une fin d'empire, j'ai eu envie de mettre en ordre mes commentaires sur son histoire, dont je n'arrive plus à voir l'avenir. Ne risquons-nous pas de tous disparaître? Où devrais-je commencer cette histoire? Peut-être 300 ans après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'Empire romain, après des siècles de paix et de prospérité inégalés dans un espace immense, réunissait l'Occident et l'Orient autour de la Méditerranée. L'Empire est plusieurs fois menacé par les barbares d'Occident et les Perses, qui pillent trop souvent les greniers à blé et les cités les plus riches d'Orient. Même si la richesse était encore très grande en Afrique, en Espagne, en Italie et en Gaule, les Romains commençaient à perdre leur âme. Les guerres incessantes de succession, le dépeuplement des villes, la corruption des fonctionnaires rendaient l'Empire difficilement gouvernable. Retrouver son âme, c'est savoir renaître. C'est comme cela que je vois la création d'une nouvelle capitale de l'Empire par Constantin le Grand, homme énergique et vertueux. Il décide donc de changer le centre du monde. Là où se trouvait la richesse de notre empire, là où s'était développée notre foi, le christianisme, là où il était plus facile d'intervenir contre les barbares d'Occident et d'Orient. Maintenant, alors que je profite d'un des rares moments de répit que nous laissent les Turcs pour mettre de l'ordre dans ces commentaires, avec l'aide de ma fille Anna, je me remémore comment Dieu a guidé le choix de Constantin. Pour cette nouvelle capitale, il choisit d'abord la rive asiatique du Bosphore. Les travaux étaient déjà commencés lorsque des aigles venant du ciel enlèvent les cordages des mains des ouvriers et les transportèrent de l'autre côté du détroit. Constantin s'établit sur le plus majestueux des sites, où se trouvait déjà la petite ville provinciale de Byzance. Que n'aurais-je donné pour assister à la mise en œuvre de cette nouvelle capitale ? La Corne d'Or et le Bosphore forment un endroit mythique
qui a toujours frappé l'esprit des voyageurs. Regarder l'Asie à partir de l'Europe apparaît comme un appel vers l'Orient, vers un ailleurs où tout semble possible. Comme Lucas, j'ai l'impression qu'en choisissant ce site, Constantin le Grand a dû éprouver le sentiment d'un renouveau et d'un futur. Quand je me promène dans Istanbul, je vois une ville qui recycle les vestiges de l'histoire. Ceux de l'Antiquité grecque, de l'Empire byzantin et des Turcs ottomans. Télescopage de civilisation et de religion. Ce qui est étonnant dans la nouvelle capitale à construire, c'est que tout est servi à tout. Le marbre des temples, les sculptures des dieux et des déesses grecques, les mosaïques importées de Rome, le gigantisme perse, les obélisques égyptiens ont été utilisés sans complexe. Byzance affleure sous Istanbul. Cette ancienne citerne byzantine, un des plus importants réservoirs d'eau de la ville, fut construite en grande partie sur des vestiges tels que ces chapiteaux et cette gorgone, pillage déjà de sites antiques grecs. Pillage nécessaire pour la mise en place de ces 336 colonnes. Dans l'esprit de Constantin, elle devait par sa splendeur être digne de la future maison de Dieu, tout en incarnant la continuité avec Rome. La ressemblance avec Rome était partout proclamée. On s'efforce de retrouver dans le relief les 7 collines. Et comme à Rome, la ville est divisée en 14 quartiers. Les premières murailles, défendues par plusieurs tours, et un fossé, devaient agir comme un verrou infranchissable de l'Empire contre les barbares. Les Perses, les Huns, les Goths, qui peu à peu l'affaiblissaient inéluctablement, risquant de le conduire vers la paralysie. Il me semble que jamais si grand projet ne vit le jour en si peu de temps, changeant à ce point la face du monde. Mais au moment de son inauguration, le 11 mai 330, la nouvelle capitale ressemblait encore à un immense chantier. Il fallait prévoir l'installation sur place de milliers de fonctionnaires qui résidaient à Rome, d'une partie des sénateurs, enfin des familles de patriciens romains auxquels l'empereur attribue gratuitement des palais pour les attirer dans cette nouvelle Rome, appelée désormais Constantinople, la ville de Constantin. Pour peupler rapidement notre ville, les jeux du cirque s'accompagnaient de distributions gratuites de vivres. Ces coutumes des temps païens, je ne les aime pas, même si elles étaient utiles pour canaliser la violence populaire. L'empereur s'adressait à son peuple, assis dans la loge impériale de l'hippodrome. Un espace immense dans lequel se jouait, à travers les courses infernales de chars à 4 chevaux qui tournaient autour des obélisques, une partie de la vie politique et la lutte pour le pouvoir. Les équipages étaient acclamés par le peuple divisé en 2 factions, les verts et les bleus. Dans l'enceinte de l'hippodrome, ces 2 factions exprimaient leur désir à l'empereur. Les verts voulaient des réformes. Les bleus étaient plutôt traditionnalistes. Constantinople fut une réussite rapide. Elle permit de sauver l'Empire, car les barbares qui ne purent la prendre se détournèrent vers l'Occident, ce qui nous permit de préserver les villes d'Orient et la richesse de l'Empire. C'était la sagesse même. J'ai toujours pensé que les barbares devaient s'apprivoiser par des tentations liées à l'argent et au prestige, comme de nommer certains d'entre eux auxiliaires militaires de l'Empire. Une très vieille et sage tradition, mais malheureusement, quelquefois, ils garderont pour eux les territoires dont ils avaient la charge. C'est ainsi que nous perdîmes une partie de l'Occident, et surtout, en 476, Rome. Ce qui pour nous était non seulement un deuil, mais aussi une confirmation du bon choix qu'avait fait Constantin le Grand.
La Corne d'Or et le Bosphore se rejoignent à l'ombre de Sainte-Sophie, qui oriente la géographie et l'histoire de l'Orient à l'Occident et de Byzance à Istanbul. Ce n'est pas étonnant que les habitants d'Istanbul se définissent parfois comme les Orientaux de l'Europe ou les Européens de l'Orient. Mon ami Cenk, stambouliote depuis toujours, se reconnaît dans une civilisation qui portait à la fois les valeurs de l'Orient et de l'Occident, le vieux rêve byzantin. Bon, alors 2, ça fait 2, 1, 2, voilà, ça fait 2. Et 1. C'est quoi pour toi un byzantin? C'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes s'il y a des vrais byzantins, je dirais oui. Ah, là, je suis Non, agréablement surpris. Je dirais oui, parce que regarde, les Roumis, Oui. tu vois, qui vivent ici en Turquie ne se diront jamais grecs, ils se diront Roumis. Ah, ça Donc, c'est très intéressant. Roumis, Oui, donc oui. Romains, oui. Rome d'Orient, Oui. ils ont pris la succession. D'accord. Mais maintenant, quand tu dis l'Empire romain est venu jusqu'ici et après Byzance est formé, donc, mais ça n'a aucune importance. Il n'y a que les chefs qui changent. C'est toujours les mêmes qui vivent en fait. Regarde, en tant que Turc, tu veux, je vais dans la Sainte-Sophie, tu vois, c'est ma civilisation, ma culture. Donc il n'y a pas de coupure pour toi. Il n'y a pas de coupure pour moi. C'est quand même les Anatoliens qui l'ont réalisé en fait. C'est les gens de cette terre. Dans l'ensemble, on hérite pas mal de choses de Byzance. Hein. Mais je pense que, comme à Byzance, donc, on est toujours à l'extrémité de l'Europe. Tu vois, mais en même temps, on n'est pas non plus dans le Proche-Orient. Aujourd'hui encore, quand tu viens de l'Occident à Istanbul par exemple, tu es déjà en Orient. Oui. Regarde un peu le rythme des gens ici. Justement, c'est un rythme qui est Mais les gens agréable. qui viennent du Proche-Orient, tu vois, en arrivant à Istanbul, ils sont déjà en Europe. Quand on revient aujourd'hui, tu vois, la façon dont vivent les Turcs, nous aussi nous vivons les intrigues byzantines. Oui. Tu vois, ça ne change rien du tout. Et nous aussi de la même manière, il y a des moments, on se prend un peu, enfin on se met un peu à la place de Byzance. Tu vois, comme Byzance a été abandonnée, nous aussi. Mais dans d'autres manières. Donc il y aurait quelque part une sorte de Le même sort. comparaison qu'on pourrait faire entre la situation de Byzance Absolument. vers la fin, donc au XVe siècle, et la situation de la Turquie au début du XXIe. Sauf qu'aujourd'hui, enfin dans le temps, Oui. les Byzantins ne couraient pas derrière l'Europe. Nous, on court derrière l'Europe. Les successeurs de Constantin le Grand ont continué son œuvre en renforçant l'administration de l'Empire et en consolidant les défenses de la nouvelle capitale. L'année 518, à Constantinople, un homme de 36 ans attend une décision importante qui va changer sa vie et celle de l'Empire. C'est le futur empereur Justinien. Doté d'une vaste culture en latin, en mathématiques et en droit, il est convoqué par son oncle, l'empereur, qui lui propose d'être associé au pouvoir. Son talent et sa puissance de travail sont tels qu'il finira par régner tout seul pendant 38 ans. Il était habité par un rêve. Restaurer la grandeur de l'Empire des Romains par la réunion de l'Orient et l'Occident. Erreur grandiose. Pourquoi une erreur grandiose ? J'ai toujours cru, à l'inverse de nombre de nos savants, que Justinien avait essayé de courir après un rêve impossible, devenu anachronique. Réunir à nouveau l'Orient et l'Occident. Mais le monde avait changé. Si l'Italie, l'Espagne, l'Afrique redeviendront en partie romaines, les Perses et autres barbares ne seront jamais écrasés. Il faudra couvrir l'empire de forteresses et acheter la paix. L'empire se retrouva exsangue, presque ruiné, ce qui l'empêcha de mener des réformes absolument nécessaires, comme limiter la puissance des nobles qui échappaient à l'impôt en quittant les villes, et supprimer les fonctionnaires en trop grand nombre et corrompus. Les guerres incessantes s'accompagnaient de terribles séditions. La faction verte de l'hippodrome se souleva en l'année 532, qui fut éclaboussée de sang. L'épouse de Justinien, l'impératrice Théodora, était fille d'un montreur d'ours de l'hippodrome et d'une actrice de mœurs légères. Mais elle fit preuve d'une grande force de caractère.
N'ayant jamais cru aux illusions de son mari de réunir à nouveau l'Occident et l'Orient, elle le convainc de rester dans Constantinople. « Le pourpre est un beau linceul, lui dit-elle. Au lieu de s'enfuir, Justinien n'hésitera pas à faire tuer des milliers de révoltés dans l'hippodrome. Pour moi, Justinien restaura autrement la grandeur de l'Empire, en poussant à son point le plus accompli la science du gouvernement de l'État et des relations privées entre les hommes, sans laquelle ils ne sont que des barbares, le droit. Cet ensemble de lois sans cesse améliorées au fil des siècles défie encore le temps. Le faste de son règne, je le vois aussi à Ravenne, en Italie, ancienne capitale d'empire comme l'avait été Rome. Il y résida souvent, lui redonnant un lustre impérial. Pour lui, Ravenne, qu'il aimait tant, était le symbole des reconquêtes en Occident. Par-dessus tout, c'est la splendeur de Constantinople qui symbolise son règne. C'est par la ville des villes qu'arrivaient soieries, esclaves, fourrures, épices et céréales, en provenance de la périphérie du monde. L'incendie de l'ancienne grande église de la ville, lors de la terrible sédition de 532, décide Justinien à faire édifier la plus imposante église de l'univers, Sainte-Sophie. Une nouvelle coupole d'or, immense, passage de la terre vers le ciel, comme suspendue dans les airs. Ici, le couronnement d'un empereur devait frapper l'esprit de tout humain paraissant devant le lieutenant de Dieu sur terre. Je regrette le temps où le cérémonial de la cour était à la mesure du prestige de l'Empire, mais sans tomber dans ces extrêmes venus de l'Orient et de la Perse, comme lors de certaines audiences au palais. L'empereur se tenait, telle une statue vivante, d'or et de pourpre, au centre d'une cascade de lumière qui se jouait des matières précieuses recouvrant les murs. Le trône se soulevait dans les airs, accompagné des rugissements de lions animés par des mécanismes, alors que le visiteur attendait face contre terre le signe d'un battement de paupières de l'empereur. J'imagine cet espace gigantesque tel qu'il était, entièrement recouvert de mosaïques. Sous une coupole haute de 55 mètres, l'empereur, la cour, le peuple étaient comme immergés dans une bulle d'or sacré. Sainte-Sophie reste la trace la plus monumentale de la civilisation byzantine. Ces deux mosaïques de Sainte-Sophie sont mes préférées. Pour moi, ces figures expriment le calme, l'intemporel. J'y vois l'Orient se mélanger à l'héritage de la Rome antique pour produire une vision du monde totalement originale, à la fois grecque et romaine, chrétienne et orientale. Beaucoup d'églises byzantines ont été transformées en mosquées. À Istanbul, il n'est pas rare d'entendre les versets du prophète qui résonnent sous les mosaïques du Christ.
L'un des plus grands dangers qui puissent être, ce sont les batailles qui ont pour siège l'esprit des hommes. Bien plus importantes que celles que nous livrions en Orient aux Perses ou ailleurs. La naissance d'une nouvelle religion dans le désert d'Arabie, sous l'égide de son prophète Mahomet, annonçait ce danger futur. Celui de la religion ennemie, l'islam. Les tenants de cette nouvelle croyance prétendaient conquérir le monde au nom de leur foi. Leur victoire fulgurante s'explique surtout par les querelles religieuses qui divisaient nos provinces. Les peuples conquis pensaient qu'avec les Arabes, ils seraient beaucoup plus libres de pratiquer leur culte hérétique. Notre sainte basilique chrétienne de Damas, en Syrie, servit à construire la grande mosquée du calife Omeyyade, qui abrite encore les reliques de certains de nos saints martyrs et des mosaïques sur les murs, comme à Constantinople. En 674, les Arabes arrivèrent avec leur flotte aux portes de Constantinople, qu'ils attaquèrent plusieurs années de suite. Une invention de nos savants qui permettait d'envoyer du feu sur la mer nous aida à détruire leurs bateaux, déjà mis à mal par une tempête. Ce feu et la Sainte Vierge, protectrice de la ville, firent que Constantinople fut sauvée une fois de plus. Mais pas seulement Constantinople. Nos murailles ont aussi brisé la vague de l'islam qui allait engloutir la chrétienté, ce que les Occidentaux, dans leur ingratitude, oublièrent toujours. Il n'y avait plus d'Afrique romaine, et les riches villes telles Alexandrie, Damas, Antioche étaient aux mains des musulmans. Leur empire de commerçants s'opposait à nous, empire de grands propriétaires, de villages fortifiés, de fonctionnaires et de nobles, unis à la gloire de notre empereur. La restauration de l'Empire romain autour de la Méditerranée, c'était le projet initial de Byzance. Après la conquête arabe, la frontière religieuse va barrer cet espace. La Méditerranée ne réunit plus, elle sépare, et c'est vrai encore aujourd'hui. À ce sujet, j'ai une conversation avec Edem Eldem, historien turc, dans un lieu empreint d'une atmosphère tout ottomane, le Perapalas. Dire que le rêve méditerranéen était un rêve byzantin ou vice-versa, oui, disons qu'il y avait une présence byzantine à la suite de la présence romaine qui était beaucoup plus méditerranéenne. Je crois que c'est probablement le dernier empire méditerranéen, pour une certaine période de temps en tout cas. Et les Ottomans n'ont pas su remplacer ça, n'ont pas su ou n'ont pas voulu. Il ne faut pas non plus les juger, mais c'est pas ça. Donc le rêve méditerranéen, byzantin, romain, je crois qu'il est enterré pour un moment en tout cas, surtout avec cette scission entre le nord et le sud. Parce que maintenant on parle d'islam et de chrétienté, alors que la Méditerranée à l'époque était un élément de synthèse, un lieu, un espace de synthèse. Cette synthèse a complètement disparu. Pour les contemporains de Byzance, il ne s'agit pas de Byzance, mais simplement de l'Empire romain. Il faut bien savoir que le terme de byzantin est un terme que la Renaissance a réinventé en quelque sorte. Exactement. Donc les Ottomans appellent toute l'Anatolie le pays de Roum, donc le pays de Rome. Pour eux, Byzance ou Constantinople, c'est Constantinié, donc la ville de Constantin, Constantinople. Pour eux, donc, il y a une continuité qui n'est pas simplement byzantine, mais romaine. Et les Ottomans, ils sont parfaitement conscients de cette valeur symbolique. C'est-à-dire que Byzance, ou ce qu'il en reste, représente pour les Ottomans un lien direct au seul empire universel connu du monde méditerranéen, c'est-à-dire l'Empire romain. Je quitte Istanbul en empruntant le tracé de l'antique voie romaine qui reliait Constantinople à Rome. Je m'arrête à Thessalonique, ville qui, après la conquête arabe, était devenue d'une très grande importance pour les Byzantins.
Dans cette région, on ressent à la fois la Méditerranée grecque et les montagnes qui mènent vers l'Europe centrale. J'oserais dire que Thessalonique est comme un concentré d'empire byzantin. Une mosaïque de peuples, grecs, slaves, population d'Europe centrale, vénitiens, qui au fil des siècles ont habité la ville conquise, reconquise, avec des églises et des monuments qui témoignent de l'existence d'un des foyers les plus importants de l'orthodoxie. La proximité géographique de la ville avec Istanbul, à moins de 400 km, me fait voir dans les fidèles de cette église l'ombre des Byzantins de Constantinople. Le rite byzantin se prolonge aujourd'hui dans le rite orthodoxe. La liturgie qui vient de Byzance, je la vois comme une scène où se déroule l'adoration de Dieu dont la présence est écrasante. Influence de l'Orient. Au milieu du 8e siècle, après avoir fait face à nos anciens ennemis, les Slaves, les Perses et les Arabes, à l'intérieur de nos frontières, une querelle faillit casser l'unité religieuse de l'Empire. A-t-on le droit de représenter Dieu? Y a-t-il un lien entre l'image et le divin? Des gens de la cour, des savants et des théologiens remettaient en cause le pouvoir excessif des moines qui, depuis des siècles, poussaient à l'extrême l'idolâtrie des icônes, des reliques, de la croix et des vêtements du Christ par le peuple. Leur adoration était une source d'énormes revenus et de dons en terre ou en argent pour les monastères. On s'inquiétait aussi, pour des esprits simples, que l'objet adoré puisse remplacer Dieu lui-même, se rapprochant par là d'une conception païenne du monde. Mais Dieu ne s'est-il pas rendu visible à travers son Fils? Se demandaient certains moines iconolâtres des monastères les plus riches. Et même si l'image et le modèle sont semblables, pourquoi l'interdire? Tout simplement, le divin ne supporte pas d'être incarné dans une matière vulgaire, prétendaient les membres du parti opposé, les iconoclastes. Jusque dans les villages les plus reculés, le peuple débattait de cette question. L'image est-elle subversive? Les Byzantins sont fascinants par la lucidité avec laquelle ils ont abordé cette question, toujours très actuelle, centrale dans l'islam et dans la civilisation occidentale. L'empereur Léon III, en suivant l'avis de beaucoup de savants qui pensaient que Dieu et son image étaient la même chose, interdit en 730, à la grande colère du peuple, tout culte des reliques et des images que l'on commença à effacer dans les églises. Ces querelles provoquèrent des morts. Certains sont devenus des martyrs. Les soldats qui servaient en Asie détruisaient les images, alors que d'autres se battaient pour la possession des reliques, qui, croyaient-ils, assuraient la victoire. Dans ce déchirement qui a duré une centaine d'années, ce sont deux impératrices, dont l'une avait pourtant crevé les yeux de son fils pour régner à sa place, qui ont mis fin à la querelle par leur force de caractère. Ce qui me conforte dans l'idée que Dieu accorde sa grâce aux hommes comme aux femmes. Pour ma part, j'aurais été comme elle, favorable au culte des images, car en tant que Romain et Grec, je suis attaché à l'usage de toutes les ressources du génie humain dans la noble tâche de célébrer Dieu. Je me suis toujours méfié, en ces matières, de l'esprit extrême de l'Orient. Cette querelle des images eut tout de même des éléments positifs. On exhuma les vieux manuscrits de philosophie et de sciences écrits en grec 1000 ans avant par Aristote, Platon, Euclide. Beaucoup pensaient que ces manuscrits étaient infectés de pensées païennes, et ces ouvrages, dans nos bibliothèques de l'Empire, étaient tombés peu à peu dans l'oubli. Notre grand savant, Léon le mathématicien, retrouva ainsi ces vieux textes dans des monastères. On se rappela que Platon avait démontré que l'idée et l'apparence n'étaient pas la même chose, ce qui permettait d'argumenter en faveur de la représentation de Dieu.
La culture philosophique et scientifique de la Grèce antique retrouvée grâce aux querelles religieuses. Ce sont les paradoxes de Byzance. Ce lien entre l'héritage antique et Byzance, on le retrouve aussi à Mystra, une ville byzantine devenue fantôme, surplombant l'ancienne cité de Sparte. C'est ici, au sud de la Grèce, que se trouvent également les racines de ma famille. Mystra est pour moi le symbole de l'art de vivre byzantin. Dire que cette ville morte abritait environ 10 000 habitants, qu'il y avait un palais, 6 monastères, une multitude d'artisans et un excellent système d'adduction d'eau. Quand je vois ce paysage, j'éprouve une sensation d'équilibre. La vie campagnarde qui s'insérait dans un réseau de petites villes fortifiées comme celle-ci. Cela me rappelle le proverbe byzantin « boire le vin de sa vigne, assis à l'ombre de son olivier ». Cela était peut-être l'atmosphère dans laquelle vivaient mes ancêtres, les Notaras, qui possédaient des terres ici. Je pense que vers l'an 1000, dans les territoires byzantins, on vivait infiniment mieux qu'en Europe de l'Ouest. On vivait mieux car il y avait un état de droit centralisé, administré par des fonctionnaires hors pair, une monnaie unique, une armée et des responsables civils sous l'autorité d'un seul préfet local. Il est possible que l'idée de l'État qui régule et qui arbitre soit un héritage de Byzance. On a beaucoup ironisé sur les Byzantins et leurs discussions interminables sur le sexe des anges. Plus sérieusement, l'ange byzantin est pour moi le symbole de cet état religieux. Cet ange est le passeur entre la terre et le ciel, entre la cité de Dieu et la cité des hommes. L'empereur byzantin est comme l'ange, mi-homme, mi-dieu, lieutenant de Dieu sur terre, comme le dit Lucas.